Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 janvier 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, et sur la partie qu'il consacre à Francis Bacon. Alors je prends appui en fait sur les écrits de Will Durant et sur un petit peu la pensée de Francis Bacon, mais c'est essentiellement pour développer ma théorie, la théorie de la mécanique universelle, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Voilà, c'est plus une question, c'est plus une sorte de digression. C'est pour ça que c'est pas très lisible, c'est pas très intéressant philosophiquement parlant pour, au niveau de l'histoire de la philosophie. Et là, par exemple, je vais continuer ma lecture. Je suis à la vidéo numéro 7 ou 8. Et si on n'a pas entendu les précédentes, le fait de commencer au milieu d'un paragraphe fait que c'est pas très facile de comprendre ce qui a été dit, voilà la pensée de Bacon, etc. Donc c'est vraiment plus un prétexte à parler de la mécanique universelle. Donc je commence ma lecture. Mais la valeur de Bacon se révèle en psychologie, plus qu'en théologie et en morale. C'est un analyste infaillible de la nature humaine et chacun de ses traits va droit au but. Voilà, chaque période de la philosophie, les philosophes contemporains du moment amènent une sorte de nouveauté tout le temps. C'est à ça qu'on reconnaît, en somme, le mouvement philosophique du moment. Voilà, à l'époque de Descartes, Descartes amène un type de pensée, Plotin amène un type de pensée, Saint-Augustin amène, à l'époque de Saint-Augustin, une forme de pensée s'impose à la philosophie, de la même manière qu'à l'époque des Lumières, qu'à l'époque, etc. Au moment où les existentialistes devaient penser le monde. Voilà. Donc, tout un faisceau de penseurs vont dans cette direction et tracent d'une certaine façon la nouvelle ligne et les nouveautés que la philosophie doit prendre et amener à la lumière. Et par exemple, là, en ce moment, la philosophie, mais malheureusement, j'ai beaucoup de lacunes, même c'est pas des lacunes, c'est des univers d'ignorance, et qui font que, par exemple, il doit y avoir un grand mouvement de la philosophie, mais où il est, c'est pas les philosophes qui passent à la télévision qui font ce mouvement-là, parce qu'en général, ce sont juste la plupart du temps, c'est des vulgarisateurs de la pensée, ou même, on pourrait dire que c'est, je pense que c'est un peu, certains sont un peu anecdotiques, justement le fait de dilapider leur puissance créatrice à travers les médias fait qu'ils sont contraints à un type de réflexion qui est en dessous de la grande philosophie, je dirais.
c'est un piège en fait, la reconnaissance, la notoriété, etc. D'une certaine façon, c'est un piège. Maintenant, peut-être qu'à l'époque de Bacon, justement, il y avait il laissait, mais peut-être je me trompe en fait, hein, peut-être c'est la même chose. Mais simplement, il y a peut-être un courant de la pensée, de la philosophie, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui ne vient pas à la lumière, qui travaille partout sur la planète, voilà, et qui amène une même idée, d'une certaine façon, de la philosophie. Un nouveau mouvement, une nouvelle doctrine de la pensée. Mais on ne sait pas moi, je ne connais pas les philosophes qui sont en train de faire ce mouvement-là. Voilà. Et ça serait intéressant de le savoir. Alors là, il fait toute une diatribe sur... c'est Bacon qui écrit. Dès les premiers jours, un homme marié vieillit de 7 ans. Voilà, il y a tout un tas de sortes de sentences comme ça. On voit souvent de mauvais maris qui ont de bonnes épouses. Bacon était une exception. Alors, c'était une exception, pourquoi? Je ne le sais pas du tout. Est-ce que c'était un mauvais mari qui avait une bonne épouse? Est-ce qu'il y avait une mauvaise épouse? Est-ce que c'est un bon mari qui avait une bonne épouse? On ne sait pas. Il faudrait connaître la vie de Bacon. Le célibat, écrit-il, convient bien aux gens d'église, car la charité aura peine à arroser le sol si elle doit d'abord remplir une mare. Celui qui a femme et enfants a donné des otages à la fortune, car la famille est un obstacle à de grandes entreprises, soit en bien, soit en mal. Bon ben, voilà, c'est des lieux communs, enfin même pas des lieux communs, mais des sentences bien personnelles, comme celles que je viens de proférer à propos des philosophes médiatisés. C'est peut-être parce que je ne le suis pas moi que cette idée me vient de penser comme ça. Mais non, je trouve les propos des philosophes qui passent à la télévision bien souvent, pour certains, parce que beaucoup sont très intéressants, mais je les trouve un peu réactionnaires, un peu justement pas progressistes, quoi, qui sont pas avec les valeurs avant-gardistes de leur temps. Je pense que les valeurs actuelles avant-gardistes reprennent en main la téléologie, l'histoire de l'évolution de l'humanité. Voilà, s'intéresse à cela. Je pense qu'il y a des philosophes partout sur cette planète qui commencent à repenser à l'idée d'un progrès. Sauf que si tu es englué dans la vie courante, dans la société, dans le paraître, dans le luxe, etc., tu ne peux pas voir cette évolution-là. Tu es obligé d'avoir une vision myope sur ton milieu, sur ton existence, ou sur les gens qui t'agressent, comme certains philosophes quand ils se mettent à la vision du monde, ils sont tout de suite décriés par l'ensemble du système, quoi. Surtout s'ils disent des choses qui sont un peu réactionnaires, d'une certaine façon, ou injustes, ou voilà. Donc ils perdent beaucoup de temps avec ça. Ils ne peuvent pas vraiment se concentrer à ce qu'est le fondement de la philosophie, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité. Bien sûr que une partie de la philosophie, et à un certain moment, la philosophie devait s'occuper de l'individu, de la psychologie justement. Peut-être que
l'époque de Francis Bacon était comme ça. Et peut-être, et certainement l'époque de Freud devait s'occuper, devait revenir sur l'individu, devait revenir sur au lieu de s'occuper de l'humanité tout entière, de s'occuper de l'homme particulier et donc travailler la psychologie. En fait, la philosophie, après avoir braqué avant Freud, à l'époque de Hegel, etc., et puis avant, etc., toute cette philosophie-là, elle braquait son faisceau lumineux sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité, et Freud, la période Freud, à un certain moment, la philosophie de la psychologie a dû ramener ce regard, cette lumière lointaine sur l'homme pour pouvoir le comprendre, l'analyser, etc. Le qui sommes-nous, en fait. Et maintenant, il est peut-être, et justement, ça a dû durer jusqu'aux existentialistes, jusqu'aux hédonistes maintenant, hein, jusqu'à ceux qui, les épicuriens, les nouveaux épicuriens peut-être, voilà, jusqu'à ce type de philosophie, il fallait s'intéresser à l'individu, à ramener une sorte d'égoïsme dans la société. Mais ça sera intéressant, je ne le verrai pas, mais dans quelques décennies, l'analyse de la période néolibérale, de la philosophie sous cette période-là, sera intéressante à voir. Qu'est-ce qu'elle a induit, qu'est-ce qu'elle a amené. Et il y a eu la philosophie de combat à un certain moment. Il fallait que, qui a, je pense, jouxté la philosophie psychologique, la philosophie de combat, Marx, Engels, etc., jusqu'à Sartre, jusqu'à ces philosophes-là, devaient s'occuper de la société, du social. Et maintenant, je pense qu'il est temps de recommencer à remettre les lumières devant nous, loin, à l'horizon, pour savoir où nous allons, quel est le sens de l'évolution de l'humanité. Voilà, et c'est tout le travail de la mécanique universelle, en fait, vers lequel je vous renvoie. Donc, il semble que Bacon ait trop travaillé pour avoir le temps de songer à l'amour, et peut-être ne l'a-t-il jamais éprouvé à fond. C'est une chose étrange à noter que l'excès de cette passion, écrit-il, si absurde que soit l'idée que puisse avoir de lui-même l'homme le plus orgueilleux, elle n'est jamais aussi absurde que celle que se fait l'amant de la personne aimée. Bon, c'est vrai, c'est juste. Quand on a vécu des histoires d'amour, on se rend vraiment compte qu'il a tout à fait raison. Et c'est intéressant, certainement. Voilà. On pourrait, je pense, je ne connais pas du tout. Là, je découvre, moi, en même temps que vous, ceux qui l'écrivent. Et en fait, je ne connais pas du tout son œuvre à Francis Bacon. Ça ne se fait pas normalement pour un philosophe, quelqu'un qui se réclamerait de la philosophie devrait lire l'œuvre, etc. C'est ce que préconisent tous les professeurs de philosophie. Mais ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'empêche pas d'avoir une philosophie totalement hétéroclite, totalement particulière, et qu'elle soit quand même considérée comme une philosophie. Et même sans avoir, en n'ayant que des intuitions d'une œuvre. Et moi, je découvre l'œuvre à travers ce livre de Will Durant. Je découvre Francis Bacon à travers cette œuvre-là. Et peut-être c'est totalement erroné, peut-être que c'est un petit peu comme lorsqu'on fait passer un message de bouche en bouche, à la fin il est totalement déformé. Peut-être que
moi, en le lisant en lisant Francis Bacon à travers Will Durant, c'est totalement déformé. Peut-être que ça n'a aucune réalité, ce que j'écris sur Francis Bacon. C'est pour ça que ce que je dis sur Francis Bacon. C'est pour ça que c'est pas le principal de ce travail-là, audio. C'est plus pour parler de l'évolution de l'humanité, pour ramener les pensées actuelles sur la philosophie du moment. Voilà. Donc, vous pouvez observer que parmi les grands personnages et légendes de mérite, dont la mémoire s'est conservée depuis l'Antiquité ou depuis une époque récente, il n'en est aucun qui se soit livré au transport insensé de l'amour. Ce qui montre que les grands esprits et les grandes affaires sont incompatibles avec cette faiblesse. Et je pense que, sous un certain angle, il a raison. Pour avoir vécu depuis la mécanique universelle, c'est-à-dire 20 ans, j'ai vécu des histoires d'amour que je ne regrette pas et que je devais vivre évidemment. Mais certaines m'ont totalement sorti de la mécanique universelle, ont fait que je n'ai pas pu écrire à ce moment-là, que je n'ai pas pu vraiment me concentrer sur ce travail, sur l'évolution de l'humanité, sur la mécanique universelle. Mais en même temps, ça m'a permis de comprendre des choses intimes, profondes, très, très importantes. Ça m'a permis de comprendre l'autre, ça m'a permis de comprendre les relations humaines, l'amour, etc. Et puis mes pathologies, et les pathologies générales qui existent dans l'humanité. Voilà, donc il y a toujours un sens. Et en bon philosophe, je les ai utilisés j'ai utilisé tout ce ferment pour ma philosophie, pour la philosophie. Voilà. Donc, c'est vrai que la technique de Saint-Augustin, qui après être débauché rentre complètement en religion d'écriture, ou la technique de Kant qui vit dans la solitude et dans la solitude. Voilà, ou Spinoza, où c'est vrai que la grande philosophie se fait un peu dans la solitude. Ça n'empêche pas d'avoir des relations, mais se fait beaucoup dans la solitude. Il estime l'amitié plus que l'amour, bien que l'amitié, elle aussi, le laisse sceptique. Rare est l'amitié en ce monde, surtout l'amitié entre égaux, que l'on a le plus magnifiée. Celle qui existe entre supérieurs et inférieurs, lorsque les destinées peuvent se comprendre l'une l'autre. Un des principaux effets de l'amitié, c'est que le cœur s'y décharge des angoisses et des mille inquiétudes que lui inspirent les passions de toutes sortes. Il a absolument raison aussi là-dessus. L'amitié, et ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être, mais l'amitié a cette vocation de donner. J'en sais quelque chose là, je goûte depuis quelques années, à ce que c'est réellement que l'amitié. Mais pas à cause des autres, à cause de moi-même. Je n'en étais pas capable. C'est tout nouveau que je puisse m'ouvrir. Il a fallu que je dépasse un peu l'autisme qui m'anime pour pouvoir comprendre certaines choses, et que je passe aussi justement par la souffrance des déchirures de l'amour.
Un ami est une oreille. Ceux qui manquent d'amis pour s'épancher sont des cannibales de leur propre cœur. C'est vrai. Quiconque a l'esprit occupé d'une multitude de pensées éclaircit et dégage ses idées et son entendement en communiquant et en discourant avec un autre. Il manie plus aisément ses pensées. Il les ordonne mieux. Il voit à quoi elles ressemblent quand elles se changent en mots. Enfin, il se surpasse lui-même en sagesse, et cela plus en 1 heure d'entretien qu'en un jour de méditation. C'est très certainement vrai. Bon, oui, je pense que... D'ailleurs, je pensais à ça ces jours-ci. Là, je fais ces vidéos, elles sont laborieuses à les exprimer, les termes, les mots. Je ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas quelqu'un en face de moi avec qui défendre des arguments. Je pense que je parle un peu mieux, peut-être, quand j'ai des personnes en face, quand je suis en entretien ou quelque chose comme ça. Donc je me demandais si c'était pas intéressant que bon, ces vidéos ne sont pas vues, elles ne sont pas destinées même à être vues dans tout de suite. C'est vraiment quelque chose pratiquement que je consacre posthume, à titre posthume, quelque chose qui sera voilà, lu, écouté, déchiffré plus tard. Voilà, des points seront repris. Je ne sais pas comment ce que deviendra ces propos, mais ils ne sont pas vraiment destinés à... Sinon, d'eux-mêmes, ils rencontreraient des écoutes. Il n'y a pas d'écoute. Il y a un, deux, 10 personnes qui écoutent de temps en temps ces vidéos. Mais il n'y a pas elles ne rencontrent pas un public, entre guillemets. Alors je me demandais si ça ne serait pas bien que YouTube propose des directs. Et peut-être je me lancerai dans quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Voilà. Quiconque a l'esprit occupé d'une multitude de pensées, voilà. Il manie plus aisément ses pensées, il les ordonne mieux, il voit à quoi elles ressemblent quand elles se changent en mots. Enfin, il se surpasse lui-même en sagesse, et cela plus en 1 heure d'entretien qu'en un jour de méditation. Dans son essai « De la jeunesse et de la vieillesse », donc il a écrit ce genre de choses. Voilà, de la jeunesse et de la vieillesse, c'est intéressant. Tout un livre se trouve condensé en un seul paragraphe. Les jeunes gens sont plus capables d'invention que de jugement, d'exécution que de conseil, de projets nouveaux que d'affaires achevées. Alors, c'est valable dans la généralité, mais pas ponctuellement. Il y a des jeunes qui sont capables de jugement, etc., etc. Car l'expérience de l'âge les dirige dans les choses qui tombent dans sa sphère, mais elle les trompe dans les choses nouvelles. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il a raison. Et ça permet de voir la beauté de cette évolution, la beauté de ce qui nous est donné à vivre. Parce que chaque période de la vie a quelque chose d'important. Voilà, la jeunesse doit amener quelque chose à l'humanité. La vieillesse doit amener quelque chose à l'humanité. Et il est important d'écouter les commandements muets de la vie, ce que la vie nous engage à faire de façon indirecte, non verbalisée, mais en nous épuisant, par exemple. Pourquoi? Le rythme de la vie qui fait qu'on est jeune fou, plein d'inventions, de projets, etc., que tout cela,
on le canalise quand on devient adulte et qu'on est responsable. Ça n'a pas été mon cas. Mais normalement, voilà, le rythme devrait être comme ça. Et puis, progressivement, on perd des forces, on se referme, nos yeux voient moins bien, nos oreilles entendent. Donc, nos sens qui sont tournés vers l'extérieur se referment pour qu'on rentre vers l'intérieur. On peut transmettre, on perd de l'énergie, on perd des pulsions, on perd des testostérones. On n'a plus besoin de combattre, de se battre, donc on peut transmettre. On n'est plus sur l'ego, on n'est plus, etc., etc. Et puis progressivement, à la fin, on se referme sur soi. Et si tout va bien, on doit rentrer dans notre intériorité, dans la sagesse, pour mourir en paix. Voilà. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est bien que Bacon le détecte, en fait, aussi. Dans la conduite et le gouvernement et leurs actions, les jeunes gens embrassent plus qu'ils ne peuvent étreindre, créent plus d'agitation qu'ils n'en peuvent calmer, volent au but sans souci des moyens et des étapes à franchir, suivent absurdement quelques principes rencontrés par hasard et ne se soucient pas de la façon dont il faut innover, ce qui entraîne des inconvénients insoupçonnés. Les hommes d'âge font trop d'objections. Alors voilà, il continue avec les hommes d'âge. Délibèrent trop longtemps, risquent trop peu, se désistent trop vite et arrivent rarement à conduire leurs affaires jusqu'à plein rendement, se contentant d'un succès médiocre. Il est bon certainement de faire appel aux deux âges. Voilà, c'est là où c'est un grand penseur, une grande pensée. C'est une pensée pratique et en même temps au final quand même humaniste. Sa position était l'obligeait à un certain orgueil, je pense, l'obligeait à mépriser le faible, etc., etc. Parce qu'il était né à un certain niveau et avec un type d'éducation bien précis. Mais c'est un philosophe qui aurait été un humaniste. Et ce qu'il écrit, il est bon certainement de faire appel aux deux âges. Je l'ai écrit et je le dis depuis le début de la philosophie, et même avant d'ailleurs, au niveau des bourgeois et des prolétaires. Le mélange bourgeois-prolétaire est fondamental pour profiter de deux qualités bien particulières que chacun possède. L'un possède l'éducation, le bourgeois, la volonté certainement, une sorte d'aplomb, voilà, il y a tout un orgueil aussi. Il y a quelque chose qui décline du guerrier dans la bourgeoisie. Chez le prolétaire, il y a la fluidité de l'amour, la capacité de montrer ses sentiments, d'enlacer l'autre tranquillement. On ne le voit pas chez les philosophes quand ils se rencontrent, de tomber comme ça dans les bras l'un de l'autre. Bon. Ou voilà, il y a une sorte de retenue, il y a quelque chose qui est comme ça. Voilà, et qui vient aussi de l'éducation. Et ce mélange, c'est l'idéal. Si on arrivait à comprendre que, voilà, le couple idéal, ça serait un bourgeois, une prolétaire, un prolétaire, une bourgeoise, ça serait... Et bien sûr, il y a des gros problèmes, quoi, évidemment. Et c'est comme les couples de religions différentes. C'est une richesse, c'est comme les couples mixtes, c'est comme les couples, les couples LGBT. Il y a quelque chose de très créatif possible à travers tout ça. Donc on doit en tenir compte.
car les qualités de l'un et de l'autre peuvent corriger les défauts des deux. Voilà ce qu'il écrit. Et il a raison. Bacon pense néanmoins que les enfants et les adolescents peuvent jouir d'une trop grande liberté et grandir ainsi dans le désordre et le relâchement. Et le désordre et le relâchement, c'est pas bien. Il a raison. Que les parents choisissent de bonne heure les vocations et les carrières qu'ils désirent voir suivre à leurs enfants, car c'est à cet âge qu'ils sont le plus malléables. Qu'ils ne s'attardent pas trop à considérer quelles sont les dispositions de leurs enfants dans la pensée que ceux-ci apprendront mieux ce pourquoi ils montrent le plus de goût. Voilà, tout ça c'est des choses qui vont être dans l'évolution de l'humanité, dans le futur. Selon moi, l'homme, l'éducation aura compris des choses très importantes qu'il serait bon de commencer à réfléchir, d'ailleurs. Tout enfant intuitivement et physiquement et psychiquement sait pourquoi il est destiné. Je pense que si on n'embête pas un enfant, si on ne lui propose pas des choix, si les parents ne proposent pas des choix, si on le laisse s'épanouir tranquillement, juste en le dirigeant dans les actions bonnes, etc., et ce qui vient d'être fait, et ce qu'il ne faut pas, là, lui développer son éthique, sa morale, etc. Mais on le laisse tranquille. Il trouvera ce pourquoi il est fait. Si c'est son corps qui parle, il se dirigera vers quelque chose de physique. Si c'est son esprit qui parle, il se dirigera vers quelque chose de spirituel. Si c'est son cœur qui parle, il se dirigera vers quelque chose qui appelle l'amour du prochain, etc., etc. Chacun, en fait, on perturbe un enfant en l'orientant. C'est ce qu'on a fait avec moi et c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, malheureusement, d'une certaine façon. Voilà. Là, avec moins, peut-être, avec plus de liberté, mais on a guidé mes pas. Et en guidant ces pas-là, j'étais extrêmement vulnérable à ce moment-là. On me mettait là, j'allais là, on me posait ici, etc. Donc je ne comprenais pas réellement ce qui était la vie et ce qu'il fallait et qu'en fait je devais la vivre pour moi-même. Il m'a fallu des années et des années pour commencer à entrevoir cette chose-là, cette liberté possible. Et donc, je pense que si on m'avait laissé dans une éducation correcte, où il n'y a pas de traumatisme, ce qui viendra peut-être dans un siècle, l'école, on aura sans doute réglé les problèmes des traumatismes qui sont donnés par les parents, qui sont engendrés par les camarades à l'école, etc., etc. Tout ça sera sans doute réglé. Donc il y aura une sorte de bienfaisance de l'enfance qui arrivera donc à l'âge où il doit choisir sa voie, sa vocation, de façon à ce qu'il la choisisse par passion, parce qu'il est exactement à la place où il doit être. La passion, ce n'est que ça. En fait, moi, quand je suis tombé sur la mécanique universelle, j'ai commencé à écrire de la philosophie. C'est il y a 20 ans, simplement, à lire
des pensées philosophiques, des visions philosophiques, j'ai compris que j'étais là, que j'étais à la bonne place, que c'était ma place, que j'étais fait pour ça. Et tout le reste, j'avais des dépendances hallucinantes à l'alcool, à la cigarette. J'étais dans un état de misère psychologique intense. Et ben, ça a complètement réglé une grande partie de ces problèmes-là. Du jour au lendemain, la passion de la philosophie a dévoré les dépendances, a écarté les dépendances. Les dépendances étaient moins fortes que la passion, donc elles ont dû s'en aller comme ça, tranquillement. C'est quand même incroyable. Et voilà, et je pense que cette chose-là, je la savais dès l'origine, que j'étais peut-être fait pour penser. Sauf que je ne savais pas que ça existait. Je suis sorti du milieu scolaire hyper tôt. Je ne savais même pas l'intérêt qu'il y avait à aller en fac, quoi que ce soit. Dans ma famille, il n'y avait pas personne qui allait en fac. Donc je ne savais même pas que ça pouvait exister, qu'il y avait quelque chose. C'était... Voilà, ma voix était là. J'ai été... La vie m'a écarté de cette chose-là. Et je pense que dans un siècle, on n'écartera plus un enfant de tout ça. Ça vaut. Si ce qu'il appelle, c'est le corps, eh ben, il ira s'épanouir dans le sport, dans autre chose, voilà. Donc, chacun a sa raison d'être. Et la souffrance, c'est de ne pas le trouver. Quand on ne trouve pas ce pourquoi on est fait, on souffre. Tant qu'on ne trouve pas, le divin nous envoie de la souffrance. C'est mon point de vue. Le divin nous fait souffrir tant qu'on ne va pas agir dans ce qu'il veut. Voilà. Donc moi je souffrais tant que je n'écrivais pas de la philosophie, tant que je ne pensais pas du spirituel, tant que je m'intéressais pas, tant que je ne donnais pas tout mon potentiel à cette vocation, à cette branche, eh ben, le principe créateur m'envoyait de la souffrance. Et donc je compensais cette souffrance en picolant, en fumant, en sortant, en faisant n'importe quoi, en détruisant mon existence. Voilà. Voilà, c'est pour cette vidéo. Elle a été plus longue, mais il fallait que je l'exprime. Merci, je continuerai après. Au revoir.